Je suis arrivée pour 3 mois, et là ça va faire 3 ans que je suis ici. Et je me suis sentie tellement bien en fait. Il y a plein de gens qui disent ça en fait. Tu arrives au Maroc et tu te sens bien, tu te sens accueilli. Alors au début c'était la lune de miel, hein. J'étais tellement contente d'être ici. Et c'est vrai que bon, ici à Essaouira c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir aller marcher pieds dans l'eau dès qu'on s'éloigne un petit peu, la plage est magnifique. Comment tu fais justement pour trouver ton équilibre quand tu vis au Maroc par rapport au bruit, par rapport à l'agitation? Comment tu gères ça? C'est une bonne question. Et ici au Maroc, il y a certains moments où je me suis retrouvée aussi seule. C'est-à-dire seule en tant qu'occidentale, seule dans un pays où je ne comprends pas les codes, seule avec mon envie de comprendre, mais j'arrive pas à comprendre tout, tu vois. Donc il y a eu cette solitude qui, je crois, fait partie de mon parcours. Je suis contente d'être au Maroc, je suis contente de ce que je suis en train d'ouvrir comme espace, même si des fois je ne sais pas où je vais. Je suis contente d'être ici. Salut Céline, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne YouTube. Merci à toi. Ouais, je suis vraiment très contente d'être là et de voir comment la discussion, là où la discussion va nous amener. Oui. Je ne sais pas non plus où est-ce qu'on va aller. On s'est rencontrés à la deuxième masterclass que Ouais. j'avais organisée en début d'année. Mhm. Et je te suivais un petit peu sur les réseaux, donc j'ai beaucoup aimé ton parcours, ce que tu partages, l'énergie. Donc je suis très content qu'on puisse échanger ensemble aujourd'hui. On va peut-être commencer par l'accroche du Maroc. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé au Maroc et quel est ton lien avec le pays? C'est la question un peu que tout le monde me pose. Pourquoi le Maroc? Et il y a à la fois plein d'évidence et en même temps, il y a une partie de moi qui ne sait pas exactement en fait pourquoi je suis venue ici. Avec ma première paye, quand j'avais 23 ans, j'ai acheté mon appareil photo. Et avec ma deuxième paye, j'étais venue au Maroc. J'avais fait un trek à Agadir et Saouira à pied pendant 2 semaines. Et je me souviens, voilà, je me souvenais de ce Maroc-là. Après, je faisais de l'escalade. Et pendant des années, on venait en fait 1 ou 2 fois par an dans les gorges de Todra avec le club d'escalade. Et on venait grimper, on faisait aussi grimper les enfants. Donc voilà, j'avais souvenir de ce pays, de l'hospitalité, de la beauté des paysages, de quelque chose qui faisait que je me sentais bien en fait, mais sans pouvoir l'expliquer. Et puis à un moment de ma vie où j'ai eu besoin de prendre une grande respiration, voilà, je me suis dit je vais venir au Maroc pour 3 mois. Mais je ne sais pas si c'était vraiment rationalisé. Je vais venir au Maroc pour ça. J'avais juste un élan en fait et je l'ai suivi et je pense que c'était le bon. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 mois ici? Ça ressemblait à des vacances, toi. Je suis arrivée ici avec ma valise. Je suis arrivée un peu à Agadir. Après, je suis allée à Essaouira. Puis j'ai commencé à remonter le long de la côte océane et puis à voir ce que c'était en fait que de vivre dans un autre pays, tout simplement. Et et je me suis sentie tellement bien en fait. Tu vois, c'est comme il y a plein de gens qui disent ça en fait. Tu arrives au Maroc et tu te sens, tu te sens bien, tu te sens accueilli. Alors au début c'était la lune de miel. Hein. J'étais tellement contente d'être ici. La Mais première phase. voilà la première phase où tu perçois pas la réalité de ce qu'est le pays. Je me sentais bien, comme ça fait longtemps que je ne m'étais pas sentie. Donc voilà, ça a été ça vraiment ma première expérience du Maroc. Ça a été les rencontres, le thé, voilà, le couscous du vendredi. Enfin vraiment, toi, toutes les choses qui sont un peu clichés, mais qui au final font partie de la culture du pays. Est-ce que tu as des souvenirs précis de ce moment-là? Ouais, moi, finalement, c'est peut-être aussi pour ça que je suis venue au Maroc. Il y a ici, au niveau du temps, il y a une relation au temps qui est complètement différente. Et quand je suis arrivée, moi, j'étais un peu paumée, je connaissais pas les codes, voilà. Et il y a un souvenir précis où j'étais à Tinrir, je devais aller dans les gorges du Todra. Et j'arrive le soir et puis le taxi me dit mais non, en fait à cette heure-ci les taxis n'ont pas le droit d'aller dans les gorges, il faut attendre demain matin. Je lui dis non, moi, je veux y aller ce soir. Et en fait il a fermé la porte de son taxi et pendant 1 heure et demie il s'est mis à chercher une solution pour moi en fait,
de manière totalement gratuite, quoi. Et puis finalement, il a réussi, il a trouvé un petit transport local, il a bien expliqué au monsieur. Et je me suis dit, waouh, mais il m'a offert son temps. Et je me suis dit, en fait, est-ce que moi, je suis encore capable d'offrir mon temps, en fait, tu vois, comme ça, juste à des inconnus, de fermer la porte de ton quotidien et de dire, attends, je vais te donner un coup de main. Et ça, c'est vraiment, c'est des souvenirs précis, en fait, qui ont commencé un peu à nourrir autre chose de cette expérience, c'est autour du temps. Ici, le temps, c'est autre chose, quoi. Et c'est vraiment un des souvenirs qui m'est resté. Et je le vois encore, toi, me faire signe quand j'étais assise sur une petite chaise en plastique, tu sais, dans les petits bus locaux, là, au milieu, au milieu de tout le monde. Il faisait nuit et tout. Je me demandais où j'étais. Et il m'a fait signe de dire, c'est bon, maintenant je peux rentrer, je peux continuer ma vie, quoi. Et voilà. En fait, il y a tellement de bons moments comme ça, toi, dans ces rencontres, parce que les gens savent offrir leur temps, quoi. Ça m'avait marqué aussi au début que peu importe le problème que tu as, il y a une envie de t'aider, même des gens que tu connais pas. Et ça touche que, ouais, ils prennent le temps. Ouais, il y a une vraie, il y a une solidarité qui se pose et aussi une hospitalité. C'est-à-dire que celui qui ne sait pas, celui qui arrive dans un pays, il y a quand même beaucoup de Marocains qui ont envie de transmettre quelque chose du Maroc qui laisse un bon souvenir, de transmettre des valeurs profondes, toi, comme l'hospitalité. Et donc souvent, quand tu as besoin et que tu as suffisamment d'humilité pour avoir la bonne posture, tu vois, tu fais des belles rencontres dans ce sens-là, quoi. Et toi, si je comprends bien, c'est un petit peu comme moi, tu as été attiré aussi par le Maroc authentique, à Ouais. pas forcément aller dans les grandes villes, mais d'aller direct vers les campagnes, les lieux naturels, c'est ça? Moi, j'aime pas le tourisme de masse. Voilà, j'y trouve pas ma place et de manière globale, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace et beaucoup de nature. Donc, spontanément, quand je suis arrivée au Maroc, je suis allée dans le désert. Et puis, une fois que je suis allée dans le désert, je suis allée près de l'océan. Et puis après, je suis allée dans la montagne. Et en fait, c'est vraiment ces trois éléments-là qui ont nourri aussi autre chose du Maroc dans une nature qui est vierge, en fait, qui est parfois sauvage encore, qui est authentique, profondément authentique. Et ça, c'est une expérience qui est incroyable, quoi. Quand on va dans l'Atlas et qu'on traverse des villages, tu vois, avec des villages traditionnels berbères, et qu'on regarde comment les gens vivent, tu vois. Moi, je trouve que c'est une leçon de vie incroyable. À chaque fois, ça me bouleverse. De voir les valeurs, tu sais. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas de richesse matérielle? Où se pose la richesse, quoi, tu vois. Et donc, c'est quelque chose qui me bouleverse tout le temps. Il y a beaucoup d'étrangers aussi qui peuvent avoir, ou même des Marocains, ce regard de les gens de montagne sont pauvres et ils galèrent. Mais il y a aussi le côté où c'est une vie connectée à la nature. C'est des humains qui sont forts physiquement, mentalement. Donc oui, c'est un challenge de vivre dans des conditions comme ça. Mais ça fait des humains plus forts aussi Ouais. et même spirituels, tu vois. Je crois que quand on vient au Maroc, ça vient vraiment changer en profondeur, toi, certains paradigmes de vie. Et quand on va dans la montagne, quand on voit comment les gens vivent, comment le village est organisé, comment la solidarité est là, toi, tu te dis c'est juste incroyable. Là, au mois de mars, on y était. J'étais avec trois femmes. On était dans un village et il faisait vraiment très froid. Et c'était pendant le Ramadan. Et on logeait dans une famille et il n'y avait vraiment rien, quoi. Et toute l'après-midi, on était avec la femme qui était en train de faire la soupe et on se réchauffait autour de ça. Et puis le soir, il y a l'homme qui revient du travail et puis il va dans une salle et au-dessus de la salle, il y avait une étagère et sur l'étagère, il y avait une boîte en plastique. Et dans cette boîte en plastique, il y avait un trésor. C'était les cadeaux qu'on offre aux invités. Des petits gâteaux, tu sais, les gâteaux du Ramadan.
Et en fait, il y avait tellement de symbolique, tu vois, dans le geste, dans cette hospitalité. En fait, c'est comme si le meilleur était pour... Tu vois, il y avait vraiment cette envie d'honorer les gens qui passent, cette envie d'honorer, en fait, le ramadan à leur façon, en partageant quelque chose avec des gens qui ne sont pas de la même religion. Tu vois, c'était tellement fort. Et c'est ce que j'aime aussi dans le Maroc, c'est vraiment cette valeur de tolérance, de partage, tu vois. Et puis, et ce moment-là, tu vois, c'est des choses. On était 4, on repart avec ça, tu vois. C'est quelque chose qui laisse une empreinte, on n'oubliera jamais, en fait. C'est beau et ça, c'est présent chez tous les peuples, je pense, le partage à travers la nourriture, mais qui est très présent ici. Ouais, si je peux rebondir, moi, ça me fait penser aussi à la période du tremblement de terre. On allait dans certains villages très reculés, des familles qu'on connaît, ils ont perdu leur maison, leur projet, mais ils veulent absolument qu'on partage le tagine, c'est très ancré le partage Mm. à travers la nourriture, je trouve. Bah, le fait d'avoir un seul plat, le fait de manger avec les mains, c'est vraiment aussi... on enlève la distance avec la personne, voilà, qui a cuisiné, on se rapproche de la nourriture et on est ensemble. Ouais, moi je trouve ça beau en fait. Ce qu'on a peut-être perdu en Occident parfois. Oui, oui, oui. Alors l'idée c'est pas toi forcément d'opposer toi ce qui se vit en Occident et c'est juste de. J'ai beaucoup fait ça quand je suis arrivée ici. Toi d'opposer un petit peu ce que je vivais ici avec ce que je vivais avant et maintenant je pense qu'il y a vraiment un équilibre. On a tellement à apprendre des uns et des autres quoi. On a tellement, voilà, et pour moi, la sagesse universelle, c'est comme si elle avait été un peu saupoudrée un peu partout sur la planète. Et donc, à chaque fois que tu vas vers l'autre, en fait, c'est comme si tu avais une occasion de nourrir quelque chose, toi, dans tes valeurs, dans ton âme, et que tu pouvais aussi transmettre. Donc, c'est aussi en transmettant qui on est, nous, l'occidental, et en recevant, toi, qui est l'autre, qu'on peut trouver un terrain où on peut avancer ensemble, quoi. Et à quel moment tu t'es dit que peut-être tu pourrais vivre ici en permanence, faire des projets au Maroc? Bah, je suis arrivée pour 3 mois, et là, ça va faire 3 ans que je suis ici. Ça va être bien pour l'intro, ça. Je crois que c'est juste que je me sens bien quand je suis ici. Et à certains moments, je sens le besoin, toi, de ressortir. Bon, j'ai quand même ma famille en France, mes enfants, donc voilà, je ressors quand même. Parfois, j'ai besoin aussi d'aller, toi, encore naviguer dans d'autres espaces. Mais quand je reviens ici, quand je pose le pied, tu vois, sur le sol marocain, je me dis, waouh, je suis quand même bien ici. Donc, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir, tu vois, je ne sais pas ce qui va en être dans 2 ans, dans 5 ans. Mais ce que je sais, c'est que je suis bien ici. Et quelque part, je crois que le Maroc vient aussi réparer certaines choses. Et au-delà de ma petite histoire, je sens aussi que j'ai peut-être des choses à faire ici, toi, dans le sens transmission, écotourisme, etc., etc. Donc, je sens aussi que l'histoire est qu'au début. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Je sais pas trop. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Il y aurait le silence du désert, ça c'est une partie, mais j'aurais tendance à dire qu'elle est déjà dans ma vie d'aujourd'hui. Mais j'aurais envie de mettre en lumière tout le savoir-faire en fait du Maroc, tu vois, de tous ces artisans. Je trouve qu'ici il y a un savoir-faire qui est incroyable dans plein de domaines différents. Et toi, ça m'attriste un peu quand je vais dans la Médina, par exemple, à Essaouira, qui est une Médina magnifique, tu vois, mais qu'on voit plus que des vendeurs et que celui qui est à l'origine de l'objet, en fait, on le voit pas. Et donc, ouais, ça, c'est des choses que j'aurais envie de remettre en lumière, en fait, de remettre la lumière sur ce savoir-faire. Ça, c'est important. Et après, il y a tellement d'endroits aussi où j'aurais envie de poser ma patte, tu vois. Sur l'éducation, enfin voilà, il y a plein de choses. Pour l'instant, je suis pas fixée, mais je sais que voilà, il y a des projets qui vont émerger.
Il y a aussi dans tout ce qui est écotourisme, c'est-à-dire apprendre à voyager de manière, entre guillemets, intelligente et pertinente pour la planète, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre et pas aller dans une rue et faire 15 boutiques. Tu vois, ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre, c'est que le voyage, il peut être tellement riche quand on va à la rencontre des éléments de la nature et qu'on va rencontrer les hommes qui habitent, tu vois, dans cette nature, comme on peut aller dans la montagne, quand on peut aller côtoyer les hommes du désert, et juste d'écouter, d'observer en fait comment ils vivent, avec beaucoup d'humilité, tu vois, sans vouloir changer, sans juste observer et s'enrichir de la façon dont ils vivent, quoi. De leurs valeurs, etc., etc. Donc ça, oui, ça c'est sûrement des choses qui me tiennent à cœur. Je profite de cette interview pour vous annoncer que les inscriptions pour la masterclass des 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech sont maintenant ouvertes. 2 jours intenses avec des experts et des entrepreneurs inspirants pour vous aider à réaliser votre projet d'installation au Maroc et d'entrepreneuriat. Les places sont limitées à 45 participants, donc pour réserver la vôtre, le lien est dans la description. Et ça fait partie de la palette de choses que tu proposes, d'accompagner des personnes ici au désert, à la montagne. Ouais. Tu peux nous en dire plus sur ces expériences? Pour l'instant, on va dire que je propose des espaces de silence, donc dans le désert ou dans l'Atlas. Et l'idée, c'est que pendant une semaine, on vient créer un contexte complètement disruptif, donc au-delà de toutes les habitudes. Et on se pose dans la nature, sans téléphone, presque sans identité, tu vois, comme si on laissait son passeport à l'entrée. Et on vient s'immerger dans autre chose, et on vient surtout à la rencontre de soi. Ça, c'est avec le silence. On vient à la rencontre de soi et on va aussi à la rencontre de l'autre. C'est toujours une belle occasion de venir observer comment les gens du désert vivent, observer comment les familles de ces villages vivent, et de combiner les deux, en fait, de faire cohabiter une aventure intime, qui est la rencontre de soi à travers le silence, et puis une aventure qui est plus collective, qui est comment je peux rencontrer l'autre, pourquoi je suis venue au Maroc, pourquoi je suis venue en Afrique, et avec quoi je repars, en fait. C'est aussi qu'est-ce que je fais de ce voyage une fois que je rentre chez moi, avec ses valeurs, avec ce qui m'a touchée, avec ce qui m'a bouleversée. Qu'est-ce que je fais de ça, quoi. Pour toi, l'être humain a besoin de ces espaces de silence? Ouais, carrément. Je crois que de tout temps, l'homme a eu besoin, de périodes de retrait, de se mettre à l'abri du bruit du monde. Mais et le de monde plus en actuel, plus. j'allais dire, le monde actuel fait beaucoup de bruit. Mais de plus en plus, on a tellement de bruit qu'on ne sait plus tenir un espace vide, en fait. On ne sait plus non plus tenir un espace où on ne fait rien. Donc il y a le bruit, mais il y a aussi l'action. Et en fait, on est là dans une roue, on entend, on est toujours... on est dans le bruit du monde, dans le bruit des autres, dans le bruit des injonctions. Et on se retrouve enfermé, en fait, dans un certain conformisme. Et puis on est toujours en train de faire. Et à un moment donné, on a vraiment besoin, en fait, de couper ça pour venir s'écouter. Parce qu'à force de trop écouter les autres, en fait, on ne s'entend plus. Et c'est là qu'on perd le sens de sa vie, parce qu'on ne s'entend plus, en fait. Et donc l'idée, c'est de prendre une grande respiration à un moment donné et de se dire, OK, je vais quitter le bruit du monde et je vais venir me retrouver dans mon monde. Et je vais voir ce que je fais de ça. Quelle responsabilité je prends, tu vois, à partir de qui je suis. Et de qui je suis dans mon être, mais aussi dans qui je suis dans ce que je fais. Et oui, on a tellement besoin de ça. C'est le bruit du monde et aussi quand on est dans le désert, il y a souvent une expérience que je propose. Je dis, cet après-midi, on fait un temps de rien. Juste un temps de rien. Oui, ça fait du bien. Oui, ça rend les gens dingues. C'est quoi un temps de rien? Et en fait, mais toi, c'est comment tu te sens exister quand tu n'es pas en train de faire, quand tu n'es pas dans l'action, quand tu n'es pas... J'organise aussi des retraites
Ouais. même si c'est Omar là qui prend le relais, mais j'aimais jouer de ça. Ça déstabilise très fort les gens d'être posés dans le désert. Et je propose pas d'activité ou juste on fait rien. Ouais. Et il y en a beaucoup qui sont déstabilisés par ça et qui ça les confronte à quelque chose. Et ils ont besoin de s'occuper mentalement. Mm. C'est très intéressant d'observer les réactions. Ouais, ouais, ouais. En fait, habiter le vide, c'est pas si simple que ça, parce que ça demande d'aller à l'écoute de ce qui vit à l'intérieur de soi, quoi. On fait face à certaines insécurités, à certaines peurs, à certains monologues. On est au cœur de la relation à soi, tu vois. Donc, euh, c'est pas si simple que ça de se poser en fait au cœur de soi. Et puis aussi d'aller accueillir ses envies, tu vois. Parfois ça fait peur, ça demande à remettre en question certaines choses, ça demande un peu de courage en fait. C'est une posture qui demande du courage. Plus facile d'aller passer 2 heures sur Netflix que de passer 2 heures seul avec soi, quoi. Et beaucoup d'humains aussi se protègent ou mettent des remparts entre leur voix intérieure, en, par exemple en laissant une télévision toujours allumée, en étant tout le temps dans le bruit. C'est comme si ça leur fait peur d'écouter ce qu'il y a derrière ou à l'intérieur. Ouais. Et en même temps, je comprends, hein. Je crois qu'il y a, Ouais. il y a rien qui fait plus peur en fait que de venir se déposer à cet endroit-là, tu vois, de se dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Quelle responsabilité je prends là-dedans. Et il y a tellement d'enjeux aussi, à ce niveau-là. Donc oui, c'est sûr que c'est pour ça que parfois c'est plus simple d'être accompagné. Moi, c'est ce qui donne du sens, tu vois, emmener des gens dans le désert ou dans l'Atlas, à se poser dans le silence, parce que ensemble, tu vois, on est aussi soutenu dans ce mouvement-là, même si on est ensemble dans le silence. Tu mets un cadre Ouais. et peut-être des pratiques comme la méditation. Je sais pas si tu utilises aussi. Non, je n'utilise pas de méditation en tant que telle, une marche en conscience, tu vois. Voilà, c'est une marche en conscience et puis l'écriture qui permet d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de soi et de faire en sorte que le silence soit pas un espace où on se perd, où on s'égare, mais qu'on reste au bon endroit, quoi. Et dans le désert, je propose aussi les marches en silence. Ouais. Et c'est incroyable comme c'est puissant. Chaque personne va vraiment le vivre d'une manière totalement différente. Et, il y en a que c'est une révélation, il y en a qui sont perturbés, il y en a qui se sentent libérés. C'est marcher dans le désert sans bruit, sans écouteurs. C'est comme si c'est un nettoyage Ouais, et une reconnexion. ouais. T'as aussi eu des personnes qui ont vécu des choses fortes grâce à ça? Ouais. J'aurais tendance à dire souvent, souvent ça vient surprendre par l'intensité. On se laisse, enfin, ouais, j'ai remarqué, il y a souvent des gens qui se font surprendre en fait, parce que c'est un endroit, le désert, où on se sent infiniment vivant. Très vivant, parce que on habite, voilà, on est avec ses pieds, on est relié, on pose ses pieds sur le sol, voilà, on a accès au ciel direct, il n'y a rien qui fait obstruction. Et on n'a que soi, on n'a pas d'agenda, on n'a rien en fait. Et du coup, ça donne vraiment un contexte qui fait qu'on se sent infiniment vivant, souvent libre. Ouais, c'est comme si on se sentait à nouveau libre d'être dans quelque chose qu'on a du mal à ressortir dans un quotidien parfois étriqué. Donc oui, moi, le désert, c'est un endroit que j'adore accompagner les premières fois dans le désert. C'est un kiff absolu, quoi. Et ça prend quelle forme, toi? C'est plusieurs jours de marche? Comment vous faites? Oui, on marche pendant 6 jours. Et c'est un circuit qui est itinérant. Et on a des temps longs de silence, en fait, le matin et l'après-midi. Ouais, le matin, on part ensemble voir le lever de soleil. La nuit avec la lampe, là. J'adore ça. Et puis le soir, on fait pareil avec le coucher. Et puis, donc il y a des temps longs de silence, il y a des temps d'une parole où on partage, mais une parole après le silence, qui n'est pas une parole qui part dans tous les sens, qui est une parole souvent très juste, très épurée. Et puis le soir, on a un moment plus festif, voilà, où on se retrouve
Parce que quand on va dans la profondeur, on a aussi besoin d'aller dans la légèreté. C'est un peu... Donc en fait, pour moi, le désert, c'est ça. C'est aussi pouvoir se promener sur ce curseur légèreté-profondeur et d'aller dans la profondeur, mais en prenant sa respiration, quoi. Et puis en profitant aussi de cette expérience qui est juste incroyable, de manger autour du feu, de boire un thé, d'être assis par terre, de dormir par terre, de dormir en regardant les étoiles. Enfin, c'est quelque chose de fabuleux aussi. En plus de ça, qu'est-ce qui te donne le plus de joie dans ces expériences, ces accompagnements dans le désert? Moi, j'aime les larmes du désert. Tu sais, le désert peut être aussi des espaces où on vient se libérer de choses qu'on n'a même pas conscience, en fait. Et les larmes qu'on offre au désert, comme ça, qui sortent, parfois ça coule, on ne sait même pas pourquoi. Je trouve que c'est toujours des beaux cadeaux. Et puis, je trouve que quand on a partagé ensemble un moment dans le désert, ça crée des liens qui sont profonds, en fait, qu'on ramène avec soi, tu vois, au retour. Il y a quelque chose de très soutenant dans l'expérience qu'on a vécue. Donc, je crois que j'aime vraiment tout dans l'expérience. Et à chaque fois, c'est tellement différent. Le groupe aussi fait beaucoup. Chaque fois, c'est une expérience qui va prendre une tonalité différente. Ouais, chaque groupe a son énergie. Oui. Et puis, c'est un séjour qui est vivant, hein, donc on est dans la nature. Donc, il y a aussi tout le contexte extérieur, la température, enfin, tu vois, tout ça, ça change aussi beaucoup. Ça y fait beaucoup. Donc, à chaque fois, c'est complètement différent. Oui, c'est un challenge et un bon espace pour lâcher. D'ailleurs, tu as des dates bientôt que tu voudrais nous partager? Oui, là, je repars au mois de novembre, mais c'est complet. Et là, j'ai ouvert les inscriptions pour celle du mois de mars, donc du 22 au 29 mars, juste après le Ramadan. Super. Bon, on mettra dans la description de la vidéo de toute façon tes liens. Avec plaisir. Et j'en profite, puisqu'on a aussi Maroc en conscience. On fait aussi des retraites. Avec plaisir. Donc je mettrai aussi le lien. Ouais. Parce que ça me tient à cœur que ce projet que j'ai commencé continue avec Omar. Bien sûr. J'adore le désert, mais j'ai senti que j'étais appelé à mettre mon énergie sur d'autres projets. Mais je suis content que ça continue à travers lui, tu vois. Je comprends parce que je crois que c'est au-delà de soi. En fait, ce sont des espaces dont certaines personnes ont besoin à certains moments de leur vie, tu vois. Pour moi, le désert, il appelle pas à n'importe quel moment de la vie. Et donc, quand tu es appelé par le désert, c'est bien d'avoir un espace, tu vois, où tu vas pouvoir vivre ton expérience avec des valeurs comme les tiennes. Et donc, ouais, c'est important que ces projets-là, ils puissent avoir lieu. Et je vous invite, peu importe votre situation, à vivre cette expérience au moins une fois, parce que c'est tellement enrichissant. Je sais que ça fait peur à certaines personnes, les détails pratiques, tu vois, comme les toilettes, la douche. Mais une fois qu'on est sur place, c'est superflu tout ça, tu vois. Ouais. C'est vrai que on se pose toujours, il y a toujours beaucoup de questions. Moi, je prépare beaucoup le voyage, parce que je pense qu'un voyage dans le désert, ça se prépare en conscience, bien avant le départ. Et je propose aussi un carnet de voyage, toi, intérieur, pour que vraiment le voyage il vienne se poser au bon endroit pour soi. Mais au début, il y a toujours toutes les questions d'ordre logistique. Oui, où est-ce que je vais aller faire pipi? Comment ça va se passer? Et est-ce que, etc., etc. Qu'est-ce que je mets dans ma valise? Quelles chaussures je mets? Comment je fais pour me laver? Et en fait, ce sont des questions qui viennent avant le départ. Et une fois qu'on se retrouve sur place, en fait, plus personne ne pose ce genre de questions. Ça disparaît complètement. C'est complètement hors champ. C'est incroyable. Hein. Mais on peut le dire à la personne qui n'y est pas encore, en fait. C'est pas accessible. Donc il y a besoin de répondre, il y a besoin de rassurer. Ouais, c'est complètement hors champ une fois qu'on arrive. En fait, tout est d'une simplicité quand on se retrouve dans le désert. En fait, c'est comme si on retrouvait, tu sais, ta position initiale de marcheur, quoi. Ex-nomade, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais tout paraît tellement simple, en fait. On se réapproprie vraiment des principes un peu archaïques de vie, tu vois, à s'asseoir par terre, manger de manière simple, regarder les étoiles, puis juste marcher.
Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui te guide, tu sais, à l'intérieur de toi. Et du coup, tu te poses plus de questions sur comment faire. Voilà, tout devient souvent simple, quoi. Parce qu'aussi, pendant des millions d'années, on était connecté à la nature. Ouais, Là, on l'est de plus en plus coupé. ouais, Mais le désert permet, je trouve, enfin, c'est tellement fort, à quel point tu te reconnectes à la nature, au cycle naturel, ouais, de se lever avec le lever de soleil, de se ouais, coucher après ouais, le... Et tous ces changements qu'il y a eu, ça a un peu déréglé l'être humain aussi. Et le carrément. désert permet un reset. Il y a tellement de bénéfices de vivre ça. Ouais. Tu prends vraiment conscience à quel point tu as besoin de nature. Et à quel point la nature, elle vient te réparer. Et à quel point la nature, elle te restitue aussi, toi, à toi-même. C'est-à-dire qu'elle vient nettoyer. Et quand tu es dans la nature et que tu marches dans la nature, tu te sens juste vivant, quoi. Toi, tu te sens toi. Et ça, c'est comme sensation de vie. Après, on est des petits citadins malades. Hein. Quand on, quand on est dans nos murs, quand on est coupé du vrai sol, quand on marche avec des chaussures, quand on voit pas le ciel, toi, quand tu peux pas voir le lever de soleil, le coucher de soleil, quand tu es obligé de mettre un réveil pour te réveiller. Le nombre, en fait, de petites choses Quand on auxquelles... passe des heures sur un écran, Ouais, voilà, où tu es... moi, je sais qu'avant, je travaillais, j'étais 10 à 11 heures par jour assise, toi, en position assise derrière un écran. la chaise tue. Et donc de faire l'expérience du désert et puis de voir aussi que tu peux enchaîner les kilomètres de manière assez facile, tu vois, et de te dire, mais en fait, mon corps, il sait faire. En fait, ça vient réapprendre tellement de choses et mettre de la conscience sur tellement de choses. La marche, Ouais. c'est c'est une pratique exceptionnelle Mm. qui est accessible quasiment à tous les humains. Ça a tellement de bénéfices de marcher quotidiennement. Comment tu vois les choses? Ton rapport à la marche, toi? Moi, j'ai redécouvert la marche. J'ai toujours aimé marcher, tu vois, mais avant, je marchais pendant mes vacances. Donc, je faisais des treks, des choses comme ça. Et puis, je suis arrivée en Normandie, euh, il y a quoi, 7 8 ans. Et j'habitais au bord de la mer, à Granville. Et là, tous les jours, j'allais marcher. Sauf quand il pleuvait. On va pas dire tous les jours, mais assez régulièrement. Et j'ai vu à quel point, en fait, j'en avais besoin, quoi. Et ici, au Maroc, je marche tout le temps. Je prends jamais enfin, je prends jamais le taxi. Tu fais tes 10 000 pas par jour. Ouais, facile. Je pense que ouais, je fais bien 80 à 100 km par semaine. Toi. Ça va tellement vite, en fait. Dès que tu commences à tout faire, à pied. Et c'est pas la même chose, en fait. Quand tu es à pied, tu es aussi à hauteur d'homme. Tu rencontres les gens, tu peux les voir dans les yeux. Toi, et puis, dans ton corps, évidemment, tu en as besoin, quoi. On n'est pas fait pour être assise. Donc oui, moi, j'aime marcher. Je marche autant en ville pour les besoins, tu vois, de ma petite vie qu'en nature. Et c'est vrai que bon, ici à Essaouira, c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir aller marcher pied dans l'eau dès qu'on s'éloigne un petit peu. La plage est magnifique. Donc ouais, pour moi, c'est le combo gagnant. C'est ce que j'aime le plus. C'est silence, nature et marche. Voilà, je crois que pour moi, c'est la recette miracle. C'est pour ça que le désert est le parfait élément pour ça, hein. Tu peux combiner Ouais, les trois ouais, ouais. et plein d'autres choses. Je crois qu'on pourrait parler du désert pendant des heures. Pour reprendre le fil, donc tu as passé 3 mois au Maroc. À quel moment tu as ressenti que tu allais pouvoir proposer des choses aussi, avoir une activité sur place? Alors moi, j'avais commencé à proposer une immersion au Maroc avant d'arriver ici. Une immersion qui s'était pas bien passée, où je m'étais dit finalement c'est pas fait pour moi. Et puis quand je suis arrivée ici, j'ai proposé en fait une immersion dans le désert au mois d'octobre, pratiquement un mois après que je sois arrivée ici. Et là, ça a été, c'est comme si tous les clignotants étaient ouverts, toi. Tout était extraordinaire. Tu sais, des fois, la vie t'apporte des choses sur un plateau. Et du coup, je me suis dit, bon, il y avait peu de monde, mais j'avais pris tellement de plaisir à accompagner ça.
et les gens étaient tellement contents, je me suis dit, ok, là il y a un fil, toi, je vais continuer ça. Et après, pendant un an, j'ai essayé de déployer en fait ce projet, toi, d'amener les gens dans le désert. Ce qui n'est pas simple, hein. Ce qui est pas simple, mais bon. Voilà, ça demande beaucoup de constance, de parler du désert, de parler de l'expérience en elle-même, pour que les gens puissent se reconnaître, de pouvoir parler de... C'est le désert, mais c'est pas seulement ça, c'est surtout une aventure intime, etc. etc. Donc, Et par quels moyens tu as communiqué et attiré ces clients? par les réseaux sociaux, c'est là que j'avais commencé, et c'est là que tout a commencé, quoi, sur Facebook, sur Instagram. Et sous quel format? Des vidéos, des images, comment tu fais? Au début, je faisais que du texte avec des photos. Moi, toutes les premières retraites que j'ai faites dans le désert, j'embarquais un photographe, Pascal Frémenteau. Donc j'ai eu la chance d'avoir des beaux clichés, des images en fait qui, on dit une image vaut 1000 mots, mais qui permettaient de voir à quel point en fait c'est majestueux de se perdre au milieu du sable, tu vois. Donc je fais ça au début et puis après, bien plus tard, j'ai commencé sur Instagram à faire des petites vidéos, voilà, des choses comme ça, et de mettre des textes aussi dessus. Et ça te plaît cette partie-là? Ouais, j'adore ça. J'adore. Alors moi, je fais pas des grandes vidéos comme toi, hein, mais j'adore. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que on a un temps qui est très court. En tout cas sur Instagram, on a un temps qui est très court. Et moi, j'aime bien la profondeur. Donc toi, c'est d'arriver. Donc c'est un challenge quand même, mais donc c'est ça que j'aime, c'est d'aller mettre sur fond de vidéos qui embarquent parce que les paysages sont beaux, parce que la nature est magnifique. C'est d'aller mettre un texte avec de la profondeur, quoi. Comment tu arrives justement à trouver cet équilibre entre profondeur et temps d'attention limité? Je teste, je réussis parfois, parfois ça passe à côté. Parfois les gens plongent dedans et parfois les gens passent à côté. Tu vois, c'est pas grave, mais c'est aussi la récurrence qui fait que plus j'en fais, plus je propose des formats et plus moi j'apprends aussi, tu vois, à réussir à parler du désert comme j'ai envie d'en parler du silence comme j'ai envie d'en parler, avec les mots qui sont les miens. Et ça demande aussi, de répéter, tu vois. C'est la récurrence qui fait que petit à petit, en fait, tu t'approches de ce que tu as envie de transmettre vraiment, quoi. Et le Maroc est un pays incroyable par ses espaces naturels et enfin, toute cette diversité. C'est aussi un pays où il y a beaucoup de bruit ambiant. On le voit là aujourd'hui où on est. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Comment tu fais justement pour trouver ton équilibre quand tu vis au Maroc par rapport au bruit, par rapport à l'agitation? Comment tu gères ça? C'est une bonne question. C'est vrai qu'ici, on peut avoir... j'ai juste un exemple en tête qui vient. J'avais pris le bus, il y avait un match de foot. Et en fait, la plupart des gens étaient sur leur téléphone et avaient mis le son à fond. Et c'était pas toujours la même chaîne. Et donc, ça faisait un brouhaha. Et à chaque fois qu'il y avait un but ou une tentative, il y avait tellement de bruit. Je pense que le silence, il a de sens que s'il y a du bruit aussi. Et c'est aussi la magie du contraste. Donc c'est quand je sens qu'il y a du bruit, quand le bruit vient me heurter, ça veut dire que j'ai besoin d'aller me mettre dans un endroit de silence. Et mon besoin, c'est pas d'aller dans une vie où il n'y a pas de bruit. C'est juste de trouver l'équilibre, en fait. Il y a des moments où on se sent, toi, plus enclin à être dans un endroit calme. Puis il y a des endroits où on a envie d'aller dans l'agitation du monde. Toi, des fois, j'adore aller à Marrakech. Mais c'est toujours sentir, en fait, qu'est-ce qui est juste pour moi. Je fais aussi attention, dans le sens inverse, à ce que le silence ne prenne pas trop de place dans ma vie. Voilà, donc c'est aussi un équilibre pour moi à respecter. Je fais attention à ce que cet équilibre il soit présent dans ma vie entre le temps de silence et le temps de l'agitation, de la vie aussi telle qu'elle est, là où je me trouve.
pour pouvoir passer d'un espace à l'autre, en fait. Est-ce que énergétiquement, tu ressens quand ça arrive à saturation, comment tu gères? Oui, bah oui. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, plus j'aime le silence, et plus le bruit vient me heurter. Donc, ça, ouais, ça demande... Alors moi, j'ai aussi des écouteurs, tu vois. Donc parfois, des écouteurs qui viennent... Je pensais à ça. voilà, qui viennent un petit peu protéger du bruit. Mm. Donc on a une belle technologie qui permet la réduction de bruit depuis quelques années. Ouais. Et ça change tout dans certaines situations. Ouais, ça change tout dans certaines situations. Ouais. Mm. Dans l'avion, dans un bus où tu maîtrises pas toujours, ça peut aider. Ouais, ouais, ça peut aider. Après, j'essaye le plus possible d'accueillir le bruit quand il y a le bruit et de me dire que je peux aussi être en mesure d'accepter ce bruit parce que je vais pouvoir derrière aller me poser dans le silence. Et voilà, j'apprends petit à petit. Mais des fois, ça marche pas et des fois, j'ai tellement besoin que je mets mes écouteurs et j'ai besoin de me couper du monde. Ouais. Et on a choisi le Maroc, peut-être aussi inconsciemment pour ça, comme un challenge, tu vois. Ouais. Parce que Ouais. le Maroc, c'est pas le Japon. Il y a, c'est quand même un pays assez extraverti où les gens communiquent et je reviens là-dessus, mais je trouve dans les villes, c'est dur de trouver un espace de silence. Ouais. Ouais, c'est Donc vrai. c'est peut-être un challenge aussi Mm. pour nous de vivre ici en permanence et Ouais. de trouver l'équilibre malgré tout. Moi, ce que ça vient me dire aussi, c'est que dans la ville, il y aura toujours du bruit. Et donc, c'est comment je peux, dans mon quotidien, en fait, avoir des espaces où, dans la nature, il y a le silence de la nature. Même si c'est le bruit de l'océan, toi, pour moi, ça reste quand même voilà, une certaine forme de, de silence. Et donc, il y a les moments où je suis dans la ville, il y a le bruit de la ville, et c'est OK. Et il y a des moments, en fait, où je peux aller dans la nature. Et là, je me retrouve dans des espaces un peu privilégiés, quoi. Parce que dans la nature, le silence, c'est pas l'absence de bruit. Non, Il y a des sons, il y a ouais. un environnement. Pour moi, le bruit, et c'est vrai que c'est une bonne question. Qu'est-ce que le bruit? Le bruit, c'est une forme de nuisance, en fait. Un bruit d'oiseau, le bruit des vagues, pour moi, c'est pas un bruit, c'est le vivant qui s'exprime. Et donc, Un marteau. un marteau, c'est du bruit. Un moteur, c'est du bruit. Ouais, le bruit des autres, le bruit. Nos téléphones aussi font beaucoup, beaucoup de bruit, quoi. Dans le sens où on est vraiment plongé dans plein, plein de choses. Quand je suis dans le bus et que je vois devant moi, en fait, un jeune qui scrolle, et puis que j'entends toutes les secondes, tu vois, C'est affreux. la vidéo qui change. Pour moi, ça, c'est vraiment du bruit. Et le bruit fait mal, quoi. C'est pas anodin, en fait, d'être exposé dans du bruit. Le bruit vient abîmer notre capacité d'attention. Il vient nous détourner, toi, de ce qui est essentiel. Il vient épuiser une partie de soi. Et pour moi, c'est pas sain. Et c'est pour ça aussi, moi, ça me semble important de réhabiliter le silence. Et réhabiliter le silence aussi auprès de la jeune génération, tu vois. On a tous besoin de silence. On a tous besoin de nature, mais on a tous besoin de silence. Et le silence, il est aussi en abondance, tu vois, quand on sait aller le chercher. Et il y a un grand danger pour cette nouvelle génération où ils peuvent être bloqués dans un scroll infini, un temps d'attention qui est réduit et ils sont pas conscients, enfin ils s'en rendent compte parfois au bout d'un moment, mais c'est dramatique pour l'humanité d'avoir ces outils qui permettent à la fois des choses magnifiques et en même temps qui réduisent la capacité de l'homme, Ouais, ça le réduit et il y a un contre-courant qui commence à se mettre en place, tu vois, de vivre sans écran, avec un ancien téléphone. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point on va aller dans l'extrême des scrollers.
Moi, ça me touche aussi. Enfin, je trouve ça un peu triste. Moi, je suis un peu optimiste. De nature, je suis optimiste. Donc, je Mm. pense que c'est aussi qu'un passage Ouais. et qu'on va apprendre à vivre avec ces nouveaux outils, quelque part. Et que les jeunes vont aussi apprendre petit à petit à comprendre ce que c'est de bien utiliser en fait l'outil en lui-même, parce que c'est vrai qu'Internet c'est extraordinaire, un téléphone c'est extraordinaire, mais voilà, il y a besoin de bien savoir s'en servir, quoi. Et donc, je pense que c'est aussi ce qui arrive pour les générations les nouvelles générations de jeunes, c'est voilà, comment je protège ma capacité d'attention. Parce que si je suis plus attentive, je perds ma présence à qui je suis, je perds ma présence à l'autre, je perds ma présence à l'environnement. Et au final, c'est quoi ma vie, quoi, si je suis pas présente à ce qui est là. Et donc, c'est pas possible, à mon sens, que les jeunes ne s'emparent pas de ça. Tu vois, je suis sûre que c'est des messages qui vont venir et que parfois, il y a besoin d'expérimenter le bruit pour aller trouver le silence. Et je me dis, peut-être que cette jeune génération, elle a aussi... Mais c'est pas que les jeunes, hein, honnêtement. Je pense que... Tout le monde est touché. Voilà, tout le monde est touché. On a besoin d'aller expérimenter, en fait, ce que c'est que ce bruit-là, le bruit des téléphones, pour revenir à plus de présence à soi. Et après, chacun fait son chemin, quoi. On a des outils aussi. Par exemple, moi, j'ai une application qui s'appelle Jomo. Et je l'ai mis, par exemple, ça bloque Instagram. Si je passe plus que 5 ou 10 minutes, Ouais. ça le bloque pour 1 heure, pour 2 heures. Parce que même en étant conscient de ça, tu peux vite retomber dans ce scroll infini et tu passes 30 minutes, 1 heure, alors que tu as plein de choses à faire et plein de travail important. Donc on a aussi des outils qui permettent de bloquer ça, où certains sont plus extrémistes et reviennent à un téléphone sans écran. Mais je pense qu'il y aura de plus en plus de solutions un petit peu pour nous aider. Ouais. Après, pour moi, la plus belle des solutions, hein, c'est d'être dans la conscience de qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que c'est que ma capacité d'attention, voilà, comment je peux être plus présente. Et une fois que cette conscience est là, c'est quelle responsabilité je prends. Alors les outils peuvent toujours aider, mais un outil, si tu n'as pas la conscience, si tu n'as pas une intention qui est faut forte, le vouloir. Ouais. Voilà, si tu n'as pas fait la première étape, en fait, l'outil va durer 15 jours, et puis après, comme tous les outils, ils vont se retrouver relégués au placard. Donc il y a vraiment besoin et à mon sens, c'est aussi ce que vient réhabiliter le silence, c'est cette présence, quoi. On a perdu cette présence à soi. Et on parlait du Maroc, mais c'est aussi, je crois, ce que je suis venue chercher en venant au Maroc, c'est changer ma relation au temps. On est tellement empreint d'une course au temps où on veut optimiser tous nos espaces, on recherche de l'efficacité, on est toujours en train de gagner du temps, on ne sait pas trop pourquoi, mais on veut toujours gagner du temps, on veut être plus efficace, et on court toujours. Qu'à un moment donné, à force de courir, en fait, on n'est plus dans cette présence à soi. On est juste en train d'amorcer, d'être dans une petite roue. Et le silence ramène à ça, en fait. C'est aussi comment je peux ralentir et comment je peux être présente à juste ce qui est là autour de moi, quoi. Et c'est pas facile. Ah non. Non, bien sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout, enfin, pas forcément, mais on a des profils entrepreneurs, où c'est nous qui avons décidé de notre chemin et de nos activités. Et le temps est aussi un trésor, parce que le temps que tu mets sur certaines tâches va te faire avancer ou reculer, tu vois. C'est toujours... c'est pas toujours facile d'accueillir et de goûter à ce temps et ne rien faire, par exemple, pendant un instant. L'idée, c'est pas forcément de rien faire, mais à mon sens, mais c'est de se poser sur les bonnes choses. Et une fois qu'on est sur les bonnes choses, c'est d'y aller à fond. Et du coup, c'est de prendre toujours un temps d'introspection pour se dire, ok, où est-ce que je me pose, quoi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Parce qu'au final, on perd tellement de temps à aller dans plein de directions différentes parce qu'on ne s'est pas arrêté, justement. On n'a pas suffisamment ralenti, on n'a pas été en présence de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire à partir de qui je suis, tu vois.
Et, et donc, à chaque fois, on recommence la même chose, quoi. Alors que si on prend vraiment le temps de se poser, de goûter, en fait, à ce souffle de vie, à cet élan de vie, et de dire, mais j'ai de l'élan, pourquoi, en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Et d'oser y aller. À mon sens, on s'épargne pas mal de tours de roue. La clé, c'est la présence. Ouais, c'est une des clés. Pour moi, ouais, c'est la présence autant à soi qu'à l'autre. J'ai vu un documentaire toujours sur cette addiction aux écrans. Ouais, Ils étaient en immersion dans une famille. Ils montraient à quel point une jeune ado, avant, elle lisait beaucoup et tout. Dès qu'elle a commencé à avoir son téléphone, elle ne lit plus, elle a plus envie de faire des choses. Ça a aussi un aspect sur le cerveau humain. Et ils essaient justement de la détoxifier de ça. C'est un vrai challenge pour les ados d'aujourd'hui, j'ai l'impression. ouais, ouais. Après, quand on est dans une période de construction, c'est vrai que le téléphone, il vient happer. Mais la vraie question, c'est quand on a 15 ans, 20 ans, toi, c'est faire face vraiment à soi. Et le téléphone permet de se divertir et de sortir de soi. Et donc, pour moi, le vrai enjeu, toi, c'est même pas le téléphone. C'est comment, en fait, dans la construction de nos jeunes, on peut les accompagner pour qu'ils puissent avoir des espaces pour trouver leur voie, pour faire leurs propres expériences. Tu vois, c'est tout ça, en fait, qui est important. Et pour moi, le téléphone, il est presque il est là parce qu'il est là, mais c'est parce qu'il y a ce malaise que les jeunes y vont, sur leur téléphone. Et tu avais fait une vidéo qui m'avait touché. C'était en gros, tu disais voilà, j'ai passé 50 ans, je commence une nouvelle vie au Maroc. Est-ce que ton parcours, j'imagine, il a inspiré d'autres personnes? Donc, comment tu communiques là-dessus que même à 40 ans, à 50 ans, on peut recommencer, on peut démarrer un nouveau chapitre, on peut aller dans un pays qu'on ne connaissait pas, on peut oser d'être soi? Ouais. Comment tu le partages, ce que toi tu as vécu? Vous êtes en train de regarder cette interview et peut-être que vous avez un projet d'installation au Maroc qui commence à prendre forme. Si vous voulez avancer dès maintenant, vous avez deux options simples dans la description. Ma mini-formation gratuite par email durant 7 jours avec un conseil pratique chaque jour ou directement mon WhatsApp si vous préférez discuter avec moi ou mon équipe. En fait, toi, je me serais jamais imaginé que j'aurais pu être celle qui dit ça, parce que dans mon parcours, j'ai jamais rien dosé avant. Tu vois, j'étais vraiment, voilà, je travaillais dans la finance et je faisais vraiment la même chose tout le temps, même si j'avais une carrière, tu vois, mais je suis jamais sortie des clous, je me suis jamais posé de questions. Puis à un moment donné, à 50 ans, il y a quelque chose qui t'invite à te dire, mais non, en fait, j'ai envie de vivre complètement autre chose. Et avec une puissance et une radicalité, tu vois, qui fait que, en l'espace de 2 mois, j'ai tout vendu, je suis arrivée ici. Et en le vivant pour moi, toi, en le vivant dans mes chairs, je me suis dit, mais en fait, finalement, toi, c'est possible. Mais ce que je veux pas non plus, c'est de faire croire que la solution, c'est tout plaquer. Toi, ça, j'ai pas envie, et j'ai pas envie de dire ça non plus, que la solution, c'est de tout plaquer, et c'est de se rapprocher des palmiers pour trouver des réponses à ces solutions. J'ai pas envie de ça, en fait. J'ai vraiment, et merci de me donner l'opportunité, toi, de le redire sur un format long. Mon message, c'est de dire qu'on peut avoir 30, 40, 50 ans, 60 ans. Moi, j'ai des femmes dans mes immersions qui ont 65 ans et qui se lancent dans un nouveau projet. C'est qu'en fait, il y a tellement d'espace de nos vies qu'on peut réinventer depuis chez soi. Et que juste si on ose aller au bout de soi, qu'on ose écouter des parties de soi qu'on n'a pas oubliées, qu'on a laissé un petit peu de côté pendant des années. Parfois, c'est... t'as fait une formation de menuiserie, puis tu dis, toi, il y a 10 ans, puis d'un coup, tu te dis, si jamais je pouvais juste refaire des meubles dans mon garage,
Enfin, toi, on n'est pas obligé non plus d'être radical. Et parfois, c'est ce qui m'embête un peu avec mon parcours, c'est que il y a cette radicalité qui appelle les gens, parce qu'en fait, quand tu tournes en rond depuis longtemps, parfois, moi, j'ai eu besoin de cette radicalité-là, mais j'ai pas envie de transmettre ça, en fait, toi. C'est un peu ça le... mais ce que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est, oui, en fait, on peut... il y a tellement d'espace qu'on peut réinventer. Et c'est ce qui nous rend vivants, en fait, toi, c'est réinventer les choses. Ce que j'ai envie de vivre aussi, c'est qu'on peut aller retrouver les palmiers, toi, du Maroc, on peut aller faire 2 fois le tour du monde. On ne fuit, on reste toujours avec soi. Et le vrai voyage, en fait, c'est pas celui-là. On reste toujours avec ses peurs, avec ses émotions, avec ses frustrations, avec ses insécurités. Et donc l'idée, c'est de se dire comment je peux grandir, en fait, comment je peux aller nourrir mon âme, toi, avec beaucoup d'humilité, comment je peux aller rechercher des expériences qui vont venir me nourrir de l'intérieur, qui vont me faire grandir, qui vont m'élever. Et pour moi, c'est ça vraiment la clé, c'est ça qui rend vivant, c'est ça qui donne un sens à notre vie. Et je crois que si j'avais qu'un message, toi, ça serait celui-ci. Et question clé, comment est-ce qu'on nourrit son âme? Je crois que ça demande une certaine posture d'humilité, c'est-à-dire je sais que je ne sais rien. Ça demande de ralentir pour venir écouter. On dit toujours venir écouter le murmure de son âme, donc c'est aussi écouter. Et parfois, il y a des évidences, toi, qui viennent te traverser. On est tous à la recherche d'évidences. Et parfois, c'est juste un tout petit tressautement. Et donc, si on n'est pas à l'écoute de soi, on va passer complètement à côté. Et puis, on a tous ces moments où on se sent un petit peu vivant. Et je pense que dès qu'il y a quelque chose qui nous rend vivant, c'est d'aller explorer ça, en fait. C'est d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que ça me rend vivant quand je suis devant ce coucher de soleil, tu vois? Peut-être que j'ai besoin d'aller nourrir plus d'émerveillement dans ma vie. Peut-être que j'ai besoin de me rapprocher de la nature. Peut-être que j'ai besoin de me questionner par rapport à l'émerveillement. Est-ce que je suis assez émerveillée dans mon quotidien d'aujourd'hui? Et comment je peux, à partir de là où je suis, tu vois, aller nourrir ça? Et puis, je pense qu'au fond de nous, sans se mentir... On le sait. On le sait. Je pense qu'on sait tous ce qui nourrit notre âme. Et c'est peut-être avoir le courage de regarder ça, quoi. Quand on découvre ce qui nous donne de la joie, comment tu expliques que ça peut faire peur d'aller vers ça? Je crois qu'il y a autant de freins à vouloir... Être heureux? Ouais, à être heureux qu'à ne pas l'être, en fait. Toi, tu te rapproches de quelque chose qui a tellement d'enjeux, qui peut t'ouvrir tellement de portes que finalement, qui peut aussi t'amener à changer et remettre en question tellement de choses dans ta vie, tellement de paradigmes, tellement que cette nouvelle façon, quelque part, d'habiter le monde, toi, elle fait peur, quoi. Et c'est une peur viscérale, toi. C'est comment je peux prendre la responsabilité de ça? Et je comprends, toi, moi, il y a des espaces où je me dis, wow, je ne sais pas trop si je peux aller là. Tu vois, et pourtant, je sais que c'est le chemin. Et parfois, le chemin, toi, tu dois ouvrir une porte en grand, puis parfois, tu l'entrouves. Et c'est aussi cette humilité-là qu'en fait, le chemin, il se marche à ton rythme et que parfois, tu as besoin de temps pour aller à l'endroit. Tu sais que c'est là, mais tu as besoin d'un peu de temps pour y arriver. Et toi, ces dernières années au Maroc, quels ont été les plus grands défis que tu as traversés? Les grands défis, je dirais en premier la solitude. Je pense que de manière générale, dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, dès qu'on sort des cases, il y a une forme en tout cas dans mon expérience, une forme de solitude, tu sais, qui apparaît. Alors, moi, j'adore être seule, j'en ai besoin, je suis une profonde solitaire, mais il y a la solitude choisie, et puis il y a aussi la solitude qui est subie. Et ici au Maroc, il y a certains moments où je me suis retrouvée aussi seule, c'est-à-dire seule en tant qu'occidentale, seule dans un pays où je ne comprends pas les codes, seule avec mon envie de comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre tout, tu vois. Donc il y a eu cette solitude qui a été
ouais, qui je crois fait partie de mon parcours. Comment tu accueilles ça dans ces moments-là? Ça fait partie du package. Voilà, ça fait partie du package. Je pense qu'aucun chemin n'est facile. Et est-ce que tu as réussi à faire de belles rencontres, à moins sentir ça? J'ai fait infiniment de belles rencontres au Maroc. Alors moi, ça va faire 3 ans que je suis là. Pendant 2 ans, j'ai été vraiment en mode nomade, donc je me promenais tout le temps. Donc j'ai fait beaucoup de belles rencontres, mais des rencontres éphémères, donc qui m'ont nourri, mais qui n'ont pas nourri de relations. Tu vois. Maintenant, j'essaye de me poser plus longtemps dans les endroits que j'habite. Et donc, il y a plus d'occasions d'aller nourrir des relations. Mais je me rends compte aussi à quel point c'est à la fois extraordinaire et à la fois c'est un challenge de, de créer des relations intimes, authentiques, quand on n'a pas la même vision du monde. Quand on n'a pas la même... quand on a des prismes différents, quand on a des conditionnements dont on n'est même pas conscient, tu vois, et qui sont là, notamment avec les femmes. Donc ça, c'est aussi ouais, un de mes challenges, c'est de créer d'amitié avec des femmes marocaines, tu vois, pour le moment. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, ça a été un peu les challenges, quelques petits challenges au milieu de plein de belles choses. Je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder cette interview qui pourront peut-être te contacter. Je pense qu'on a plus ou moins le même profil. Et Oui. les relations qui nous nourrissent, c'est des relations basées sur la qualité, la profondeur. Ouais. Et c'est pas toujours facile de trouver ces pépites Non, non. qui Ouais. existent, mais ils ne sont pas à portée de main, toujours. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est pas avoir une relation amicale pour avoir une relation amicale. Voilà, j'ai pas envie d'aller danser dans des boîtes à Marrakech ou tu vois. C'est pas du tout ce genre de relation dont j'ai envie de me nourrir et là où j'ai envie de m'investir. C'est vraiment des relations de profondeur, d'intimité et de partage. Donc ça demande aussi de trouver les bons espaces où on va pouvoir se rassembler et se retrouver. Et tu vois, moi par exemple, j'ai rencontré Omar. Il y a Ouais, beaucoup de gens qui se questionnent sur notre relation. ouais. Et moi, je le vois comme une connexion d'âme. Mm. Et quand tu arrives à connecter avec une autre âme à un point que tu peux pas vraiment expliquer, c'est c'est un cadeau. Et enfin, je le souhaite à tout le monde. Mm. Mais c'est pas toujours bien compris non plus de l'extérieur. Mm. Les gens comprennent pas forcément qu'on peut être amis très sincères, très fusionnels. Et c'est pas une relation, c'est pas de la famille, tu vois, Ouais, c'est un peu complexe. ouais. Mais en fait, il y a tellement de clichés à déconstruire aussi sur toutes les relations qu'on peut avoir, tu vois. Et le Maroc invite ça aussi, hein, parce que euh, Il y a un schéma. oui, voilà. Et puis il y a aussi cette non-mixité, tu vois, qui vient et qui se pose quand tu arrives au Maroc. Et donc, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui se joue aussi dans ces espaces-là. Mm. Quel type de personnes tu accompagnes dans ces retraites? Alors, ce sont souvent des femmes, on va dire à 99%. Les femmes sont très réceptives au désert. Ouais, les femmes sont très réceptives au désert, au silence. Et puis, bon, moi, je suis une femme, donc aussi, bah, voilà, c'est d'un féminin à un féminin, donc je comprends aussi. J'aime beaucoup la sororité, donc c'est normal aussi qu'il y ait que des femmes. Ce sont souvent des femmes qui se retrouvent à un moment de leur vie où elles ont envie de... Toi, elles ont été mamans, elles ont bossé, et puis elles se sont un peu oubliées, on va dire, dans la société, dans quelque chose de conformiste aussi. Et donc, le désert permet de venir prendre une grande respiration et se poser la question qui je suis en tant que femme, toi. Je ne suis pas seulement maman, je ne suis pas seulement entrepreneur, salarié, mais qui je suis en tant que femme et qu'est-ce que j'ai envie maintenant pour ma vie. Et le désert apporte vraiment cet espace-là, en fait, où tu es à la croisée des chemins et tu viens te poser, faire des remises en question assez profondes, toi, qui permettent de faire parfois des bonds de géants parce que ce que tu perçois dans le désert, c'est tellement juste. On a parlé en off un peu de l'écriture, de la lecture. Ça a quelle place dans ta vie?
Alors moi, je suis une grande lectrice, mais depuis toujours, depuis le CP. Voilà, j'ai toujours... je me souviens, sur ma bibliothèque dans ma chambre, j'avais tous les oui-oui, les Niblitons, un club des 5, le clan des 7. Enfin voilà, j'ai toujours adoré les livres. Les livres m'ont fait grandir, vraiment. Les livres m'ont nourri profondément. Et puis, je crois que c'est depuis que je suis sur les réseaux sociaux que j'ai commencé à écrire, mais écrire les mots de l'intérieur, tu vois. Alors, au début, c'était sur les réseaux, puis petit à petit, j'ai commencé à écrire pour moi. Donc j'ai une dizaine de carnets, et voilà, j'écris beaucoup. Et je me suis rendu compte aussi à quel point l'écriture pouvait être une forme d'expression de soi. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'écrire quelque chose de juste, mais juste, pas besoin d'écrire une histoire. L'écriture peut juste être une façon d'exprimer en fait les mots de l'intérieur, ce qui s'agite, et de mettre de la distance aussi par rapport à l'émotion, de pouvoir la nommer. Et donc c'est un beau laboratoire d'expression de soi, je trouve, l'écriture. Et de plus en plus, en fait, je la propose aussi dans mes espaces. Je la propose aussi dans le désert, comme carnet de voyage, ce qu'on disait tout à l'heure. L'écriture peut vraiment être un soutien. Et encore une fois, c'est accessible à tout le monde, c'est en abondance. Voilà, on peut tous avoir un petit carnet, un crayon, et puis à un moment donné, en fait, venir coucher les émotions, toi, saisir ce qui vient nous tirailler, aller mettre des mots dessus, aller faire un dessin, aller faire un collage. Ça permet de se poser quelque part, toi, dans cet espace intérieur, de l'embrasser, voilà, d'être acteur. Et l'écriture permet ça, et j'ai vraiment envie de donner à cette écriture encore plus de sens. Ouais. Donc tu proposes des temps qui sont dédiés à ça, à l'écriture Ouais, je propose des carnets d'écriture. Je peux proposer un carnet de transition, là je vais proposer un carnet de sécurité intérieure. Et en fait, voilà, sur un cycle de 5 ou 6 ateliers d'écriture, en fait, on vient ouvrir un sujet comme un parcours intérieur guidé, tu vois. Chaque personne vient vraiment, dans son carnet, dessiner sa propre histoire et l'intégrer. Et ouais, c'est beau. C'est quoi la sécurité intérieure? C'est apprivoiser ce qui vient trembler, tu vois, à l'intérieur de soi. Je crois on a besoin de sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité pour se déployer. Mais dans nos sociétés occidentales, notre sécurité, elle est souvent matérielle. Donc voilà, on a besoin d'avoir une assurance vie, on a besoin d'avoir une retraite, on a besoin d'avoir, une épargne salariale ou pas quand on est salarié, mais on a besoin d'avoir un CDI, on a besoin, etc., etc. La sécurité intérieure, c'est venir trouver des appuis plus à l'intérieur de soi et de se dire que la sécurité, en fait, ça peut être juste un ressenti intérieur et pas qu'un patrimoine. Ça peut aider, hein, on ne va pas se mentir, ça peut aider, mais on peut avoir de l'argent sur son compte et se sentir toujours en insécurité. Et donc, voilà, c'est aussi aller mettre des mots et de la conscience sur qui je suis, comment je peux oser plus, comment je peux aller regarder en face mes peurs, mes insécurités, et comment je peux prendre ma place dans ce monde, dans mon monde, et voilà, comment je peux me saisir de mon libre arbitre, en fait, et tracer mon chemin. Quand on a un profil d'entrepreneur, c'est un chemin qui est parfois insécurisant parce qu'on n'a pas toujours des garanties de ce qu'on fait, ça va fonctionner, on n'a pas toujours des ressources financières, des réserves. Comment est-ce qu'on gère justement cette insécurité financière? Ça, c'est une des questions qui me revient le plus. Parce qu'elle est vraiment au cœur, toi, de toutes les personnes qui sont en train d'initier un changement de vie. En fait, c'est comment je fais si je perds ma stabilité financière. Donc, comment je fais concrètement dans ma vie, en réalité. Puis, la deuxième chose, c'est comment je fais concrètement pour vivre avec ça, intérieurement, en fait, avec cette peur de manquer qui vient, un peu rapetisser ton projet et qui t'empêche de prendre vraiment l'élan au moment où tu as besoin de le prendre. Je pense que c'est un chemin, c'est aussi vraiment une conscience d'aller voir ses appuis. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, toi, pour aller nourrir, pour aller, on va dire, un peu cultiver un peu plus de sécurité intérieure, c'est mettre l'accent sur ma singularité. Et pour moi, c'est une des parades, c'est de se sentir tellement soi dans ce que tu fais que
ça laisse moins de place pour la peur. Ça ne veut pas dire que la peur sera plus là, mais ça veut dire que du coup, tu arrives quand même à te mettre au bon endroit pour toi. Et je trouve que cet espace de singularité, tu vois, être soi dans ce que tu fais, trouver l'espace d'expression de soi qui correspond à qui tu es, et aller te mettre cette cohérence entre qui je suis, ce que je fais, tu vois, ça c'est, pour moi, c'est tellement précieux que quand tu arrives à toucher du doigt cet espace-là, je pense que tu te poses moins la question de manquer d'argent, parce que ça prend tellement de sens pour toi. Et tu es tellement à la bonne place que j'ai cette croyance que ce que tu vas faire depuis cet espace-là, en fait, ça va fonctionner, parce que c'est ton espace, quoi. Récemment, et je peux dire que je suis encore dedans, je suis dans une période de doute et de questionnement, et d'insécurité aussi. Ce qui m'a aidé, même si ce n'est pas une solution que ça vienne de l'extérieur, c'est des rencontres. Et la personne en face de toi, pour elle, il n'y a aucun doute que tu réussisses. Et il te voit déjà comme une personne accomplie. Tu sens que dans le regard de l'autre que ce que tu fais a de la valeur, que c'est beau, que c'est grand. C'est comme si toi tu doutes, mais la personne en face de toi, pour elle, c'est comme si c'est impossible que tu doutes. Ouais. C'est comme si cette validation extérieure t'aide à continuer le chemin et te dire bah oui, c'est vrai, je peux. Ouais. Il y a déjà un chemin de parcouru et ce serait triste de s'arrêter à mi-chemin, quoi. Toi, le soutien, c'est aussi quelque chose qui est précieux. Moi, je sais que j'avais aussi cette espèce de paradigme de vie où je fais tout toute seule, tu vois. Et je me suis privée du soutien pendant longtemps. Mais je pense qu'on l'a tous vécu dans notre vie. Un prof, tu vois, quand on est au lycée, qui nous dit quelque chose et qui fait que ça a tellement de résonance. Et en fait, oui, les autres peuvent ouvrir le chemin. Et les autres peuvent aussi ouvrir des espaces de confiance où on va venir se déposer à cet endroit-là, en fait. L'autre nous voit, et nous, on ne se voit pas encore comme ça, mais du coup, on va aller se poser dans le regard de l'autre, et on va pouvoir continuer le bout du chemin. Donc, ouais, je pense que c'est important aussi de pouvoir... c'est une chance incroyable de trouver des personnes, en fait, qui vont avoir ce regard-là, et de pouvoir avancer avec ça sur le chemin. J'avais eu aussi une journée où c'était très difficile et j'avais 3 rendez-vous importants. Et les 3 personnes m'ont tellement donné de la force, tu vois, parce que elles croient en toi et bah, ça touche, tu vois. Après, moi, j'aime le doute, tu vois. J'aime aussi profondément le doute et la remise en question, parce que je pense que... C'est bénéfique aussi. bah oui, c'est pas confortable, évidemment, on n'aime pas trop douter, on n'aime pas remettre en question, mais en même temps, nos modes de vie, ils sont vivants, et donc ils ont besoin d'être réajustés. Et c'est le doute qui permet ça, quoi. Donc c'est aussi s'autoriser à traverser le doute pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste un espace où on vient rebalayer en fait ses certitudes, où on revient se réajuster au bon endroit pour soi. Et au final, qu'est-ce qui se passe si on ne doute pas? On reste dans ses certitudes et on se fige. Donc c'est juste apprendre aussi à traverser le doute et le voir autrement qu'un perturbateur. Moi, je sais que quand je traverse des périodes de doute, et ça m'arrive souvent, il y a une partie de moi qui dit oh, moi, j'aime pas ça, quoi. Et il y a une partie de moi qui dit chouette, quoi. Ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Je sais pas encore quoi, mais il y a forcément quelque chose, quoi. Aussi, quand tu inities des choses nouvelles, tu sais jamais est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va pas prendre. Il y a comme un espace de possibilités où tout est possible, justement. Soit ça va marcher, soit ça va t'amener à autre chose. C'est peut-être ça aussi qui est riche dans nos métiers d'entrepreneur. Il y a un peu de magie aussi. Oui, ouais, il y a un peu de magie, et puis c'est tellement riche de pouvoir proposer des choses qui t'animent vraiment, toi. Et de se dire que dans 6 mois, s'il y a autre chose qui t'anime, tu vas pouvoir changer et reproposer autre chose. Ça, c'est une liberté. Et c'est sûr que la liberté, elle a un prix, hein. Mais c'est une liberté incroyable, en fait, toi, dans le parcours de vie. Moi, j'ai vécu les deux, hein.
J'ai vécu une moitié de vie où j'étais salariée. Et c'est-à-dire que je passais 10 heures par jour à faire des choses qui n'avaient rien à voir avec moi, qui n'avaient rien à voir avec mes valeurs, qui n'avaient rien à voir avec mon parcours de vie. Ouais. J'étais là à mener des réunions et à faire en sorte que la stratégie de l'entreprise, elle se déploie. L'entreprise, pas la mienne. Et là, maintenant, je vis autre chose et je me dis, waouh. Tu vois, c'est de dire, ok, c'est pas facile, mais c'est autre chose, quoi. Merci pour... je pense que ceux qui seront toujours avec nous à ce moment-ci, je suis sûr que ça va aider quelques personnes. Puisque nos questionnements et nos périodes de doute, je pense qu'on est beaucoup à les vivre aussi. Ouais. Et je voulais aussi te poser la question, toi, tu es venu à la deuxième masterclass que j'ai organisée. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré à cet événement? Comment tu l'as vécu? Et puis je ferai le parallèle avec la prochaine que je prépare là. Ouais, alors ce qui m'a attiré, c'est le fait de me retrouver pendant un week-end avec avec des personnes qui sont sur un projet, de venir au Maroc. Et en fait, c'est ça en fait, qui m'a attiré, toi, c'est le fait c'est d'avoir un espace privilégié où tu rencontres des personnes avec qui tu vas pouvoir échanger vraiment. Ça, je trouve ça très très riche en fait d'avoir des espaces comme ça où tu parles que de ça pendant toi. Puis tu peux poser toutes tes questions et tu peux avoir des tas d'expériences différentes et toutes tes questions, même les plus petites, tu vois. Et puis chacun a son expérience différente et chacun a le temps, toi, pendant ces 2 jours, de pouvoir en parler. Au moment de pause, enfin, tu vois, il y a quand même pas mal d'espace où on a le temps. Donc ça, c'est ce qui m'avait vraiment attiré. Et ce que j'en ai... Et ce que j'ai vécu, c'est déjà ça. Du coup, toi, de créer du lien, de pouvoir... je pense que ça donne du sens aussi à ton propre parcours, de pouvoir interagir avec des personnes qui sont là-dedans. Donc, ok. Et puis, il y avait aussi toutes les conférences. Enfin, là, toi, il y avait des choses qui étaient très différentes et très riches. Et donc, ça vient amener à chaque fois, toi, un éclairage. Même si, toi, je ne suis pas passionnée d'immobilier, le fait d'avoir une conférence sur l'immobilier à Marrakech, ça apporte quand même un éclairage différent sur qu'est-ce qui se passe dans ce pays, toi, c'est quoi le paradigme. Voilà. Puis il y a des choses aussi qui sont vraiment venues me bouleverser. Il y avait eu le parcours de Monica, tu vois, il y avait eu... il y a plein d'interventions qui sont venues se poser à des endroits différents et qui m'ont amené à un éclairage particulier. Et qui, à la fin, je me suis dit, je suis contente d'être là. Tu vois, ce truc qui vient confirmer, en fait. Je suis contente d'être au Maroc, je suis contente de ce que je suis en train d'ouvrir comme espace, même si des fois, je ne sais pas où je vais, je suis contente d'être ici. Donc c'est bien. Merci, ouais. Et là, je prépare la prochaine, donc ce sera le 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech. Ouais. Pour les personnes, justement, qui n'ont pas encore franchi ce pas et qui rêvent de venir s'installer ici, d'entreprendre, pour toi, ce type d'événement, ça peut être un plus dans leur démarche? Bah oui, tellement, parce qu'en fait, quand on se pose même si le projet, en fait, il est en cours de réflexion, en fait, tu as plein de stades différents. Tu as le stade où tu viens, mais tu ne sais pas encore comment, et tu as le stade où tu te poses des questions. Je pense que le fait d'être immergé, parce que c'est quand même une immersion, d'être immergé avec des personnes qui ont fait le pas, qui sont en train de faire le pas, ça ne peut qu'être bénéfique, quoi. Parce que quand on a un projet, parfois on tourne en rond, tu sais, avec ses questions, avec ses envies. J'y vais pas, j'ose pas. Et de passer 2 jours, en fait, avec des gens qui l'ont fait, qui ont envie. Enfin, moi, j'ai senti vraiment pendant ces 2 jours, il y avait tellement d'envie, en fait. L'élan, il était là. Même sur des personnes qui n'avaient pas encore fait le pas. Tu sais, ça crée une émulation, quoi. Ça se dit, en fait, voilà, il y a ça. Et ça apporte tellement de réponses. Et donc, dans la création du projet, tu vois, c'est vraiment
une pierre qui est importante à poser. Autant dans le comment que dans cette vibration de dire oh, et si j'y allais, j'y vais, quoi. Tu vois, ce truc-là. J'en parle souvent dans les dernières interviews, mais je veux vraiment mettre le focus sur les rencontres humaines de qualité à l'ère des IA, des écrans. Pour moi, ça va avoir tellement de valeur, enfin, ça en a déjà. J'ai vraiment envie de proposer davantage ce type d'expérience où on se rencontre entre humains avec un point commun et la force des masterclass, c'est les échanges entre les participants avant tout. Et puis quand on se retrouve dans une même pièce avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, peut-être pas toutes, toi, mais en tout cas les valeurs primordiales, et puis la même envie, toi, c'est fou ce qui se passe, quoi. Et c'est pas tous les jours qu'on vient créer ça. C'est ce qu'on retrouve dans les retraites aussi. Ouais. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Tu vois, j'en profite. Bien sûr, t'aurais tort de ne pas le faire. Donc c'est 10 et 11 janvier 2026. Cette année, ça va être un petit chouïa différent. Oui. C'est que je vais vraiment mettre l'accent sur des profils entrepreneurs plus qu'experts. Je n'ai pas forcément envie d'avoir que des avocats, que des experts comptables, mais des gens qui ont vécu le terrain, qui ont entrepris. Et il y a 2 femmes, il y aura 2 femmes des Sawira aussi. Voilà, ça me donne de la joie de partager ça, parce que je sais là à quel point c'est riche pour ceux qui ont ce rêve de vivre ça. Ouais. Et puis c'est vrai aussi que, toi, il y a les questions qu'on va poser en interview, mais il y a aussi tout ce qui se dit en off et tout ce qu'on ne va pas oser dire dans des endroits un peu plus... Et donc la masterclass, elle permet ça aussi, elle permet vraiment d'aller poser toutes ces questions. Toi, est-ce que je vais me sentir en sécurité? C'est quoi le rapport avec la femme? Tout ce qu'on ne va pas forcément oser dire, tu vois, en levant la main devant tout le monde, devant 100 personnes, ou poser une question sur un formulaire. Et donc c'est ça aussi, en fait, cette richesse-là, c'est que ça peut répondre, en fait, à plein de choses, en fait, à plein de questions. D'ailleurs, je me rappelle même qu'on avait une discussion au petit-déj avant même que l'événement commence. Donc, c'est vrai. Il y a ces espaces-là aussi, Ouais. avant, après. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours au Maroc? De continuer. Ouais, c'est ça, de continuer à aimer le Maroc et à transmettre ce que j'aime y vivre. Il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par le Maroc pour commencer une nouvelle vie, pour faire des choses. Quels conseils tu peux leur donner en l'ayant vécu toi-même? Je pense que c'est le conseil que tu donnes aussi dans ta formation, c'est de venir faire l'expérience de ça. Toi, parce que c'est toujours intéressant et pertinent de venir faire l'expérience et de venir confronter ses idées et ses envies. Donc c'est de venir pendant un temps assez long et puis de goûter en fait à cette vie au Maroc et de voir ce qu'il en est vraiment et de faire le point en fait. Qu'est-ce que j'aime ici? Comment je me sens ici? Pourquoi je me sens pas pourquoi je me sens plus libre ici qu'ailleurs? Qu'est-ce qui vient se jouer? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ici, etc., etc. Je pense que c'est ça le point de départ, c'est de venir créer déjà une expérience de vie ici, en conscience. Et pour celles et ceux qui voudront te contacter, c'est quoi le meilleur moyen? Le meilleur moyen, c'est Instagram. De venir me déposer un message privé. On va mettre les liens dans la description. Ou ma newsletter, l'échappée, qui reste aussi un bon moyen d'être tenu informé, loin du bruit des réseaux, de l'actualité. Et puis, je viens aussi, toutes les semaines, poser des mots. Enfin, toutes les semaines, pas forcément, mais en tout cas, je viens poser le mot sur cette échappée dont on rêve tous, qui n'est pas une échappée de la vie, mais qui est revenir dans sa propre vie. Merci pour cet échange. Ça a permis d'aborder certaines thématiques que j'ai pas forcément l'occasion d'aborder avec d'autres intervenants. Donc merci pour ça. Bonne continuation au Maroc. Avec plaisir. Merci. Merci. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, en fait, merci. J'avais envie de dire merci de proposer des formats longs comme ça,
à l'heure où il y a beaucoup de formats très courts et on est capable de se concentrer pendant 1 minute, d'avoir des formats longs où on peut oser la nuance. Tu vois, pour moi, c'est tellement aussi pertinent et important, cette nuance en fait. Et c'est le temps long qui permet à la discussion en fait de venir se poser au bon endroit. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc merci infiniment de continuer de proposer ça et de mettre Ouais. le Maroc voilà, de la manière la plus juste possible. Merci. Moi, j'adore les formats longs. Mm. C'est un cadeau. Ouais, ouais, c'est un cadeau, vraiment. À bientôt. À Merci. bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté des idées utiles pour votre projet. Si vous voulez continuer à découvrir d'autres parcours inspirants, il y a maintenant plus de 60 interviews disponibles sur la chaîne. Vous pouvez enchaîner directement avec cette playlist qui s'affiche maintenant sur votre écran.